All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Afternoon, everyone. The court is in session. Bon après-midi à tous. La séance est ouverte. Est-ce que le greffier d'audience pourrait appeler l'affaire, s'il vous plaît? Le greffier d'audience, bonjour. Situation en République démocratique du Congo, l'affaire le procureur contre Germain Katanga, référence de l'affaire ICC 01040107. Merci, je suis Howard Morrison et je suis le juge président l'appel dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga. Appel interjeté contre l'ordonnance en réparation délivrée par la Chambre de première instance 2 en application de l'article 75 du statut le 24 mars 2017. Je rendrai cet arrêt au nom de la Chambre d'appel. Les autres juges de la Chambre d'appel pour ce cas qui sont avec moi aujourd'hui sont la juge Sylvia Fernandez de Jourmandi, le juge Sanji Monageng, le juge Christine van den Wingert et le juge Piotr Hovmanski. Je suis accompagnée également aujourd'hui par les juristes de la division des appels, M. Volker Nerlich, Mme Barbara Roche, M. Anthony Abato, Mme Chitrangada Singh et Mme Annabelle Gary. Je demanderai aux participants de bien vouloir se présenter en commençant par les représentants légaux des victimes. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je suis maître Fidel Nsita-Luvengika, avocat au barreau de Bruxelles et conseil de victimes dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga. À ma gauche, il y a maître Julie Goffin du barreau de Bruxelles également et qui est l'assistant juridique du dossier. Et au bout de la table, il y a Monsieur Fall Chek, qui est le gestionnaire du dossier. En dehors de personnes présentes ici au prétoire, il y a maître Florent Bouillou, qui est l'assistant juridique basé sur le terrain. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Et maintenant, le bureau pour le représentant public des victimes. Pour le bureau du Conseil public pour les victimes aujourd'hui, M. Naran Setsek, M. Alix Larivière, M. Orshon Naran Setsek et nous avons également un collègue qui suit la procédure du terrain, notre conseil sur le terrain. Je suis moi-même Paulina Messida. Monsieur Germain Katanga. Merci. Et enfin, le Fonds pour les victimes. Le Fonds pour les victimes, bonjour. Azen Rosenberg, juriste associé, et je suis moi-même Peter Deban, directeur du Fonds pour les victimes. Le président, merci. L'on m'a rappelé à l'ordre pour que je parle un petit peu plus lentement que d'habitude. En effet, il y aura une interprétation non seulement en français, mais également en Kiswahili. Donc, je vais essayer de marquer des pauses plus longues que d'habitude. Aujourd'hui, je vais parler de Monsieur Germain Katanga comme Monsieur Katanga, et pour ce qui est de l'Office du Bureau public pour les victimes, je parlerai de l'OPCV et les représentants légaux des victimes comme les RLV. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend son arrêt sur 3 appels déposés en application de l'article 82.4 du statut par Monsieur Katanga, l'OPCV
et les représentants légaux des victimes contre l'ordonnance aux fins de réparation émise par la Chambre de première instance 2 le 24 mars 2017. Je ferai référence à cette ordonnance comme la décision contestée. Je vais maintenant donner un résumé de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel à l'unanimité. Ce résumé ne fait pas partie du document écrit de l'arrêt. Veuillez prendre note du fait que seul le document écrit de l'arrêt fait autorité. Il sera notifié aux parties et aux participants peu après cette audience. Avant que je ne résume l'arrêt de la Chambre d'appel, je rappelle que M. Katanga a été déclaré coupable comme complice de meurtre constitutif d'un crime contre l'humanité de 4 chefs de crimes de guerre, meurtre, attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des civils individuels ne participant pas directement aux hostilités, destruction de biens des ennemis et pillage. Ces crimes ont été commis le 24 février 2003 au cours de l'attaque sur Bogoro, un village dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Monsieur Katanga a été condamné à une peine de 12 ans de prison. Je ferai référence à la décision prise en application de l'article 74 du statut en date du 7 mars 2014 comme étant la décision de condamnation et à la décision prise en application de l'article 76 du statut rendue le 23 mai 2014 comme étant la décision relative à la peine. La Chambre d'appel a reçu les mémoires en appel de M. Katanga, de l'OPCV et des représentants légaux des victimes le 27 juin 2017. Et les réponses à ces mémoires d'appel le 28 août 2017. Les représentants légaux des victimes ont soumis leurs observations à la suite de l'appel déposé par l'OPCV le 23 août 2017. À l'invitation de la Chambre d'appel, le Fonds pour les victimes a déposé 16 observations le 5 octobre 2017. L'OPCV y a répondu le 26 octobre 2017. Je vais tout d'abord évoquer l'appel déposé par M. Katanga dans lequel il soulève 4 moyens d'appel. Dans son premier moyen d'appel, M. Katanga conteste le fait que la Chambre de première instance soit fondée sur des présomptions pour conclure à l'existence de préjudices matériels résultant du pillage de bétail, de la destruction de champs et de récoltes et du pillage de récoltes. Le premier moyen d'appel de M. Katanga soulève la question plus large de l'approche suivie par la Chambre de première instance dans cette affaire, y compris les présomptions visant à conclure à un préjudice matériel et non matériel et à l'allocation d'une valeur monétaire à ce préjudice. Par conséquent, avant d'aborder au fond ce premier moyen d'appel, je voudrais tout d'abord faire part des observations de la Chambre d'appel à l'égard de l'approche générale suivie par la Chambre de première instance dans la procédure de réparation en l'espèce. Le cadre légal de travail de la CPI s'en remet aux chambres de première instance pour déterminer la meilleure approche à suivre dans les procédures de réparation selon les circonstances concrètes en l'espèce. Ces procédures visant à donner compensation aux victimes pour le préjudice qu'elles ont subi, souvent des années plus tôt, doivent être rapides, efficaces et aussi rapidement que possible.
La Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'approche suivie par la Chambre de première instance pour la procédure de réparation, fondée sur une évaluation individuelle de chaque demande faite par la Chambre de première instance. Elle n'est pas convaincue que ce soit la manière la plus appropriée. Les différents types de préjudices pour chaque demandeur ont été ensuite identifiés et on y a accordé une valeur monétaire. Sur cette base, elle a évalué 341 demandes et accepté 297 requérants en tant que victimes. Les résultats de cette analyse individuelle ont été rédigés dans l'annexe de la décision contestée. La Chambre de première instance a décidé de fixer des réparations individuelles symboliques pour ces 297 requérants, outre les réparations collectives. Cette approche globale est fondée sur l'opinion de la Chambre de première instance selon laquelle, et je cite, « l'ampleur du préjudice subi par les victimes aux fins des réparations en l'espèce est la somme totale du préjudice que la Chambre a considéré comme établi. La somme totale du préjudice, telle qu'évaluée par la Chambre de première instance, se monte à 3 752 620 $ américains. Monsieur Katanga a ensuite été rendu responsable du versement de 1 million de dollars américains. Le fonds a soumis un plan de mise en œuvre détaillé, un projet de plan de mise en œuvre détaillé qui répartit les 297 victimes en 5 catégories basées sur les conclusions de préjudice dans l'annexe 2. La Chambre a ensuite procédé à une analyse détaillée des demandes en réparation et est arrivée à une valeur monétaire différente pour les coûts de réparation du préjudice causé. Par conséquent, la somme totale de la Chambre de la valeur monétaire du préjudice, le chiffre de 3 752 620, a été utilisé comme point de référence pour déterminer le montant que M. Katanga doit verser. Cette valeur monétaire du préjudice n'a pas de lien avec les projets de réparation proposés par le fonds. Le résultat de cette approche générale suivie par la Chambre de première instance a demandé beaucoup de temps et de ressources et en fin de compte a donné des résultats disproportionnés par rapport aux résultats obtenus. La Chambre d'appel note qu'il peut y avoir des circonstances où une Chambre de première instance considère comme nécessaire de tirer des conclusions individuelles à la carte de chacun des requérants pour identifier les préjudices en cause. Néanmoins, lorsqu'il n'y a pas un grand nombre de victimes, cela n'est pas nécessairement souhaitable ou nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que les chambres de première instance ne devraient pas prendre en considération ces demandes, c'est-à-dire les informations qu'elles contiennent et qui peuvent être cruciales pour évaluer le type de préjudice allégué et qui peuvent aider la Chambre à tirer des conclusions à cet égard. Cependant, effectuer une analyse pour chaque individu, en particulier dans des circonstances où un individu ensuite peut recevoir une compensation sans relation avec l'analyse détaillée effectuée, semble être contraire à la nécessité d'une procédure diligente et équitable. Plutôt que d'essayer de déterminer la somme totale de la valeur monétaire du préjudice causé, les chambres de première instance devraient chercher à définir les préjudices et à déterminer les modalités appropriées pour réparer le préjudice causé avec finalement la nécessité d'évaluer les coûts du remède identifié. La Chambre d'appel considère qu'en se considérant sur le coût à réparer et ce qui est approprié à la lumière de l'objectif général des relations, qui est effectivement d'apporter une réparation. En faisant une évaluation du coût de la réparation, la Chambre de première instance peut chercher l'assistance d'experts et d'entités autres, y compris le fonds, avant de rendre sa décision finale. Cette décision sur le coût de la réparation du préjudice doit être prise
prises par la Chambre de première instance dans l'exercice des fonctions que lui confère le statut. La Chambre d'appel a ainsi des préoccupations en ce qui concerne l'approche suivie par la Chambre de première instance. Malgré tout, elle considère que l'approche adoptée par la Chambre de première instance ne constitue pas une erreur en droit ou une utilisation abusive de son pouvoir de discrétion justifiant le renversement de la décision contestée. La Chambre d'appel considère qu'en l'absence de preuves directes dans certaines circonstances, par exemple à cause de difficultés à obtenir ces preuves, une chambre de première instance peut avoir recours à des présomptions factuelles dans son identification de chacun des préjudices. Avoir recours à des présomptions factuelles aux fins de procédure de réparation relève du pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle détermine ce qui est suffisant pour qu'un demandeur atteigne effectivement le niveau de preuve qu'il lui incombe d'apporter. Une chambre de première instance a le pouvoir discrétionnaire d'évaluer librement la preuve du préjudice subi dans un cas particulier. Ce pouvoir discrétionnaire, cependant, n'est pas illimité. Une chambre de première instance doit respecter les droits des victimes ainsi que de la personne condamnée lorsqu'elle a recours à ces présomptions. Le caractère raisonnable de la présomption factuelle auquel arrive une chambre de première instance en réparation dépendra des circonstances de l'affaire. En appel, en prenant en compte le critère d'examen, une partie contestant une présomption factuelle doit démontrer qu'il n'y a pas de juge des faits raisonnable qui aurait pu avoir formulé la présomption en question à la lumière d'un éventail précis de circonstances en l'espèce. Moyen numéro 1. En son premier moyen d'appel, M. Katanga conteste la présomption faite par la Chambre de première instance en ce qui concerne l'existence d'un préjudice matériel revendiqué par des victimes prétendant qu'elles avaient perdu du bétail, des champs et des récoltes, mais qui ne fournissent pas une preuve suffisante en appui de cela. Ayant pris en considération les conclusions en ce qui concerne le pillage de bétail et de nourriture, ainsi que la nature agraire de la société à Bogoro, la Chambre de première instance a considéré que si ces victimes pouvaient démontrer que leur maison avait été détruite comme résultat de l'attaque à Bogoro, il serait présumé qu'elles avaient subi également un préjudice matériel résultant de la perte du bétail, des champs et de la récolte au cours de l'attaque. La Chambre d'appel a considéré que la présomption en question était fondée sur les conclusions dans la décision portant condamnation, la décision relative à la peine et les demandes de réparation et de déclaration de propriété du bétail lorsque celles-ci ont été fournies. La Chambre d'appel note qu'il aurait pu être souhaitable que la Chambre de première instance indique aux parties et aux participants qu'elle avait l'intention de faire cette présomption contestée, y compris, mais pas uniquement, en les invitant à faire leurs observations sur celle-ci. La Chambre d'appel considère que la présomption en question aurait pu bénéficier de nouveaux documents de référence versés en appui de celle-ci. Néanmoins, malgré cela et malgré les préoccupations de la Chambre d'appel à l'égard de l'approche générale suivie par la Chambre de première instance à l'égard de l'analyse individuelle, la Chambre d'appel constate que M. Katanga n'a pas démontré une erreur de la part dans l'approche suivie par dans la Chambre de première instance concernant cette présomption. Par son deuxième moyen d'appel, M. Katanga conteste la présomption relative au préjudice psychologique résultant. Marche pas, éteint. Par son deuxième moyen d'appel, M. Katanga conteste la présomption relative au préjudice psychologique résultant de la perte de membres éloignés de la famille auquel a eu recours la Chambre de première instance lorsqu'elle détermine qu'il y avait 284 cas de préjudice psychologique. La Chambre d'appel conclut que la définition des victimes qui ont droit aux réparations au titre de l'article 75 du statut, qu'elles soient directes ou indirectes, ne se limite pas à une catégorie précise
de personnes. La définition des victimes au titre de la règle 85 petit a du règlement de procédure et de preuve insiste sur le critère de l'existence d'un préjudice plutôt que sur le fait que la victime indirecte était un membre de la famille proche ou éloignée de la victime directe. La Chambre d'appel considère que le fondement essentiel qui sous-tend cette présomption de la Chambre de première instance n'est pas très solide. Cependant, la Chambre d'appel constate que, tel que cela a été établi dans le jugement relatif à la condamnation, au moment de l'attaque, le village de Bogoro était une petite communauté d'au moins 800 civils. Le témoignage des témoins lors du procès a permis à la Chambre de mesurer l'importance très spécifique des coutumes locales et le rôle des liens familiaux en Ituri. Dans la procédure en réparation dont est saisie la Chambre de première instance, la représentation légale des victimes et le Fonds au profit des victimes ont tous les deux préconisé une évaluation du préjudice psychologique qui tient compte des caractéristiques sociétales locales. La Chambre d'appel rappelle également que l'attaque elle-même fut particulièrement intense. Compte tenu du fait que la Chambre de première instance a eu l'avantage d'examiner les demandes de réparation qui énumèrent en détail dans de nombreux cas les relations entre les villageois, la Chambre d'appel conclut qu'il n'est pas déraisonnable que la Chambre de première instance présume qu'un préjudice psychologique existe pour les habitants de Bogoro suite à la perte des membres de leur famille, qu'il s'agisse de membres proches ou éloignés. En conséquence, et compte tenu des critères d'examen, la Chambre d'appel se range à l'avis de présomption de préjudice psychologique de la Chambre de première instance, à la fois pour les membres proches et éloignés des familles des victimes décédées lors de l'attaque. La Chambre d'appel rejette le deuxième moyen d'appel de M. Katanga. Moyen d'appel numéro 3. Par son troisième moyen d'appel, M. Katanga allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur en statuant ultra petita et en dépassant les demandes des demandeurs, et ce à 3 reprises au moins. Compte tenu du cadre de la Cour, la Chambre d'appel considère que ce principe ne s'applique pas aux procédures de réparation dont est saisie la Cour et de ce fait rejette le troisième moyen d'appel de M. Katanga. Moyen d'appel numéro 4. Par son quatrième moyen d'appel, M. Katanga fait valoir que l'octroi de $1 million américains qui lui est demandé est excessif à la lumière de sa situation, de ses responsabilités et de sa culpabilité. Il soutient que la Chambre de première instance a pondéré indûment sa participation au crime par rapport à d'autres, qu'elle n'a pas su considérer dans sa totalité le mode de responsabilité pertinent et qu'elle a considéré indûment ou n'a pas su considérer d'autres conclusions dans la décision relative à la peine et la décision relative à la diminution de la peine. La Chambre d'appel rappelle le principe énoncé dans l'arrêt relatif aux réparations dans Lubanga au sujet de la portée de la responsabilité d'une personne condamnée aux fins des réparations. Ce principe dispose notamment qu'aux fins des réparations, la responsabilité d'une personne condamnée doit être proportionnelle au préjudice causé et entre autres à sa participation à la commission des crimes pour lesquels cette personne a été déclarée coupable compte tenu des circonstances précises en l'espèce. La Chambre d'appel ne considère pas que ceci signifie que la somme des réparations pour laquelle une personne condamnée est tenue responsable doit refléter sa responsabilité relative pour le préjudice en question par rapport à d'autres qui ont pu aussi contribuer à ce préjudice. L'objectif des réparations est de réparer le préjudice infligé aux victimes. Ceci correspond au principe général de droit public international, suivant lequel les réparations devraient, dans la mesure du possible, tenter de restaurer le statu quo ante. Pour ces raisons, la Chambre d'appel conclut que, en principe, la question de savoir si d'autres individus peuvent avoir également contribué au préjudice résultant des crimes pour lesquels la personne a été condamnée n'est pas pertinente pour la responsabilité de la personne condamnée à réparer ce préjudice. Certes, une ordonnance de réparation ne doit pas dépasser le coût total de la réparation du préjudice
causée, mais il n'est pas en soi opportun de considérer la personne responsable de la somme totale nécessaire à la réparation du préjudice. Pour ce qui est de savoir si le mode de responsabilité devrait être pris en considération, la Chambre d'appel rappelle que la responsabilité de réparation du préjudice conformément à l'article 75 du statut émane de la déclaration de culpabilité pénale. Les modes de responsabilité pénale individuelle qui peuvent sous-tendre une telle condamnation sont, de l'avis de la Chambre d'appel, pertinents pour couvrir la responsabilité pénale. Toutefois, pendant la phase de réparation, l'accent est mis sur la réparation du préjudice subi à la suite des crimes en question. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument de M. Katanga, suivant lequel l'approche retenue par la Chambre de première instance est erronée à cet égard. M. Katanga conteste également le fait que la Chambre de première instance s'est appuyée sur des faits pris en considération lors de la fixation de la peine et de la diminution de la peine subséquente. La Chambre d'appel n'est pas d'accord avec les facteurs énoncés par M. Katanga dans son mémoire d'appel, qui n'ont pas trait à l'objectif des réparations. Il a indiqué que ces facteurs auraient dû se voir octroyer un certain poids lors de la phase des réparations. La Chambre d'appel rejette également l'argument de M. Katanga, suivant lequel il subit une double peine du fait de l'ampleur de l'octroi en question. Tant qu'une personne condamnée est considérée responsable pour les coûts nécessaires pour réparer le préjudice causé, il n'y a pas d'élément punitif. Pour dire que cela est tout simplement le résultat de la portée du préjudice causé par les crimes pour lesquels la personne a été condamnée. La Chambre d'appel ne prendra pas en considération le fait de savoir si la Chambre de première instance aurait dû conclure à la responsabilité de M. Katanga pour la totalité du coût supérieur à 1 million de dollars parce que M. Katanga a interjeté appel par rapport à la conclusion de la Chambre de première instance eu égard à sa responsabilité afin de la diminuer et il serait en conséquence inapproprié d'amender cette conclusion à son détriment. La Chambre d'appel rejette également l'argument séparé présenté par M. Taganda suivant lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prenant pas en considération son incapacité de paiement. Par conséquent, le quatrième moyen d'appel est rejeté. J'en viens maintenant à l'appel du BCPV. Le BCPV a soulevé un moyen d'appel au nom d'un groupe de victimes. J'y ferai référence comme les victimes concernées. Les victimes concernées étaient représentées par un représentant légal qui s'est retiré lors de la procédure et auquel je ferai référence en parlant de l'ancien représentant légal des victimes. Le BCPV allègue que la Chambre de première instance a fait une erreur de procédure en ne nommant pas un nouvel avocat pour les victimes immédiatement après avoir autorisé l'ancien représentant légal des victimes à mettre fin à son mandat eu égard aux victimes concernées. Le BCPV fait valoir que les victimes doivent toujours être représentées pendant la procédure jusqu'à la fin de la phase de réparation. Le BCPV demande qu'il soit octroyé aux victimes concernées des réparations après qu'il leur ait été donné la possibilité de présenter leur demande de réparation ou de compléter leur demande de réparation. La Chambre d'appel constate que de façon générale, il ne va pas seulement dans l'intérêt des victimes, mais également dans l'intérêt de l'efficacité de la conduite de la procédure que les victimes aient une représentation légale lors de la phase des réparations. La Chambre d'appel note toutefois que les textes juridiques de la Cour n'indiquent pas expressis verbis que les victimes doivent être représentées à tout moment par un conseil devant une chambre de première instance et la Chambre d'appel, en conséquence, rejette l'argument présenté par le BCPV au sujet de la continuité de la représentation des victimes. La question posée en l'espèce consiste à savoir si la Chambre de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en ne nommant pas un conseil immédiatement après avoir donné l'autorisation à l'ancien représentant légal des victimes de se retirer en tant que conseil. Dans les circonstances de l'espèce, il faut savoir que la procédure avait déjà commencé depuis un certain temps. Au vu des circonstances, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en ne nommant pas un nouveau conseil
pour aider les victimes concernées à remplir leurs demandes. En conséquence, la Chambre d'appel rejette l'appel du BCPV. J'en viens maintenant à l'appel de la représentation légale des victimes qui agit au nom de 5 demandeurs et a déposé un appel dans lequel elle soulève 2 moyens d'appel. Je ferai référence à ces demandeurs comme étant les 5 demandeurs. Les 5 demandeurs sont nés après l'attaque de Bogoro. Ils ont présenté leur demande de réparation en l'espèce pour le préjudice subi du fait de l'expérience de leurs parents pendant cette attaque. Les moyens d'appel portent sur le préjudice transgénérationnel, un terme que la Chambre de première instance a décrit comme étant un phénomène en vertu duquel la violence sociale est transmise de génération en génération, des ascendants vers les descendants, pour ce qui est des conséquences traumatisantes. Par son premier moyen d'appel, la représentation légale des victimes conteste l'évaluation individuelle de la Chambre de première instance, évaluation faite des demandes présentées par les 5 demandeurs, en vertu de laquelle la Chambre de première instance a conclu qu'elle n'était pas en mesure de déterminer, sur la base de l'hypothèse la plus probable, le lieu de causalité entre le traumatisme subi par les 5 demandeurs et l'attaque de Bogoro. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu, eu égard aux 5 demandeurs dans l'annexe 2 de la décision contestée, qu'ils avaient souffert d'un préjudice psychologique. De l'avis de la Chambre d'appel et à défaut de toute autre explication de la part de la Chambre de première instance, la conclusion de la Chambre de première instance suivant laquelle le lien de causalité n'a pas été établi était contradictoire par rapport à la déclaration de la Chambre de première instance suivant laquelle les 5 demandeurs souffraient selon toute vraisemblance de préjudice transgénérationnel. La conclusion dans la décision contestée suivant laquelle le lien de causalité n'a pas été déterminé a été réitérée mais n'a pas été développée dans l'annexe 2 de la décision contestée dans lequel la Chambre de première instance a évalué les demandes individuelles. Cette conclusion ne peut absolument pas être réconciliée avec la conclusion adoptée par la Chambre de première instance suivant laquelle tous les 5 demandeurs ont subi un préjudice psychologique et qu'il était selon toute vraisemblance, le préjudice était un préjudice transgénérationnel. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne motivant pas en bonne et due forme sa décision eu égard au lien de causalité entre l'attaque de Bogoro et le préjudice souffert par ou subi par les 5 demandeurs. La Chambre d'appel est donc dans l'impossibilité d'évaluer le caractère raisonnable de la conclusion de la Chambre de première instance suivant lequel le lien de causalité n'a pas été établi sur la base de l'hypothèse la plus probable. Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu du fait que le nombre de demandes alléguant un préjudice transgénérationnel est peu important, la Chambre d'appel considère qu'il est approprié que ces demandes soient évaluées à nouveau. En conséquence, la Chambre d'appel considère qu'il est approprié d'infirmer les conclusions de la Chambre de première instance eu égard aux 5 demandeurs et de renvoyer la question à la Chambre de première instance qui a une connaissance détaillée de la situation pour que cette Chambre de première instance réévalue la question du lien de causalité entre les crimes pour lesquels M. Katanga a été condamné et le préjudice psychologique et afin de savoir si les 5 demandeurs devront se voir octroyer une réparation. La Chambre d'appel rejette le 2e moyen d'appel de la représentation légale des victimes pour des raisons énoncées dans l'arrêt. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Chambre d'appel a décidé de ce qui suit. Premièrement, l'ordonnance de réparation est annulée dans la mesure où elle a rejeté les demandes de réparation des 5 demandeurs. La Chambre de première instance est enjointe d'effectuer une nouvelle évaluation de ces demandes en fournissant des raisons et des motifs suffisants pour ses conclusions. Le reste de l'ordonnance de réparation est confirmé. Et ceci met un terme à l'audience de la Chambre d'appel. All right.